Ben, c'est parti, Yoann, c'est bon? Ouais, c'est parti. Bienvenue à tout le monde. Vous avez fait le bon choix de session. On va Vous parler. direz après avec le feedback si c'est toujours le cas. Mais voilà. Donc, petite courte présentation. Donc, Clément, Florent. Donc, on est avant tout des développeurs. On a co-créé une société, une startup super indep qui accompagne les indépendants, les micro-entreprises, etc. On est présent aussi dans les communautés, donc à CureJob, les Bound by Lunch, etc., etc. Voilà. On aime bien le F-Sharp. Du coup, c'est pour ça qu'on va vous en montrer aujourd'hui. On fait ça chez Super Indep. On fait que du F-Sharp. Que du F-Sharp. Donc, planning. Donc déjà, on va regarder on va présenter un peu le sujet. En fait, il y a un kata, le tennis kata, donc on va expliquer un petit peu plus. C'est ça qui va driver toute la session. On va vous montrer des solutions en C#. Et puis après, on va faire une partie théorique très courte sur le type algébrique, du live coding, pour vous expliquer le concept du type DDD. Ok. Donc, si on regarde déjà le sujet, le tennis kata, il y en a qui ne voient pas ce que c'est ou pas? Ouais, qui ne voient pas. Donc, en gros, l'idée, c'est le score d'un jeu. Ok, 0-0, 15-0, 15-15, 30, 40. S'il y a 40-40, on prend l'avantage avant de gagner le jeu. Ok, je ne sais pas si vous connaissez un peu les règles du tennis. Voilà, on peut revenir, donc du coup, quand on est à 40-40, si on prend l'avantage, qu'on perd le point, on revient à 40-40. 40-40, on appelle ça égalité, on rentrera un petit peu dans les termes. Voilà. Donc, Et si pour on faire regarde... simple, on fait qu'un jeu, ça suffira largement pour aujourd'hui. C'est ça. Donc on va regarder les solutions en C#. Alors on avait fait, en fait, c'est des solutions que j'avais jouées avec des collègues au boulot. On avait fait une première session. Alors on a des tests à chaque fois, hein, parce qu'on avait fait ça en kata. Donc on a bien les tests. Et puis on avait fait un peu une solution à l'arrache où on regardait le score, on donnait le score. Est-ce qu'il y avait un avantage? Est-ce qu'on affichait le point? On affichait directement en chaîne de caractères comment s'affichaient les points. Donc 2, c'est l'égalité. Game player 1, game player 2, c'est quand c'est fini, hein, pour savoir qui a gagné le jeu. L'avantage, avantage joueur 1, avantage joueur 2. Et donc, on avait toutes les règles qui sont dans un seul fichier. On a un fichier game. Et Ça, on c'est a très deux énumérations, le player 1, player 2, et une énumération player score. Et donc, on a toute notre logique à base de conditions, tout un peu en vrac dans le même fichier. C'est pas super lisible. Il y a des petits problèmes. Là, on pourrait très bien aller représenter des scores du genre avantage 15. Enfin, ça ne veut rien dire, vu qu'on utilise un score avec une énumération. Si tu nous montres vite fait le player score, Florent. L'énumération player score. Voilà. On a les différents trucs. Donc, on a un player score pour chacun des joueurs. Et ça n'a pas de sens forcément. Il y en a des combinaisons qui peuvent ne pas avoir de sens. Donc, on a fait une autre solution. Donc, du coup, dans ces solutions, il faut être vigilant quand on implémente. Il faut faire attention de bien faire ce qu'on fait. Donc, après, c'est pour ça qu'il y a les tests unitaires aussi pour vérifier que le comportement soit correct. Voilà. On a fait une autre solution, un autre kata. On s'est dit, tiens, on va le faire un peu différemment. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec un petit peu plus de classes? Donc, vous voyez qu'il y a pas mal plus de classes. Le game runner, en gros, il va gérer un état de jeu. Et l'état de jeu, en fait, il y a plusieurs implémentations. Et en fonction de l'état dans lequel on est, on donne quels sont les états suivants possibles en fonction de quand est-ce qu'on marque un point. Ça rend les choses un petit peu plus claires, à mon sens. Mais ça rend un petit peu plus compliqué les choses parce qu'on a plein d'implémentations de cet état. C'est une sorte de machine à état. Et ça explicite les choses. Si on regarde ici, par exemple, on voit les conditions, quand est-ce qu'on se retrouve à 2, quand est-ce qu'on a un jeu qui est marqué, quand est-ce qu'on prend l'avantage. Et si on va voir dans l'avantage, on va voir ce qui peut se passer. L'avantage, on va soit retourner en 2, et on pouvait représenter cette égalité, alors qu'avant, l'égalité, c'était 40-40. C'était un peu bourrin de représenter juste l'égalité par 40-40. Donc ça explicite mieux les concepts métiers, mais ça peut avoir une certaine charge mentale à suivre la répartition du code dans plein de classes. C'est pas forcément très synthétique comme façon de voir. Donc ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux avec des systèmes de type plutôt que d'avoir des types comme ça qui sont dispatchés dans plein de classes différentes. Et donc on va utiliser un autre langage.
Donc déjà, d'abord retourner sur les slides. Donc l'idée, c'est se dire, c'est bien beau de ne pas avoir de type, etc. Mais du coup, il faut faire attention de quelle structure de données on manipule, etc. Si je manipule tout des strings, voilà, je peux facilement me tromper dans le code, inattention, je suis mal réveillé, etc. Si jamais je peux contraindre, le compilateur, il va me dire de façon très rapide que je fais quelque chose de mal. Donc ça permet d'avoir un feedback très rapide. Et finalement, là où je vais coder la logique, d'avoir l'esprit un peu serein, j'ai juste à dérouler. Je ne peux pas représenter un cas interdit dans ma logique métier. Donc ça permet de réduire vraiment la charge cognitive que j'ai par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette image, ça représente un peu ça, c'est que à gauche, voilà, j'ai le compilateur qui est là, qui est garant. Donc quand je ne suis pas bien réveillé, il m'attrape par le cou. Et à droite, là, j'ai pas de compilateur et c'est au runtime que je vais voir que ça passe ou ça casse. Et donc le runtime, c'est-à-dire que je lance l'application, il faut que je le fasse, c'est tout de suite plus lent. Ou dans les tests quand même. Ou les tests, mais voilà. Il faut bien avoir visé tous les tests, quoi, du coup. Donc il y a un peu ce diagramme, alors je ne sais plus où on l'a récupéré, mais ça représente en fait ces boucles de feedback. L'idée, c'est quand même d'avoir le feedback plus rapide, que j'ai un moyen qui me dise plus rapidement possible si je vais au bon endroit. Donc donc il y a des trucs très longs, etc. Mais même les tests unitaires, voilà, ça chiffre en secondes, minutes, des tests beaucoup plus lourds. Alors que si c'est le compilateur, l'IDE, qui va me dire ça, le feedback est quasi instantané, quoi. Donc là, on va travailler, nous, sur le système de type. Hein. Et également, sur les tests unitaires, ça permet d'investir là où c'est utile. Parce que si j'ai un truc non typé, ça veut dire que potentiellement, je peux envoyer n'importe quoi à ma fonction. Et donc, je suis censé gérer n'importe quoi. Donc, si je veux tester tous les cas possibles, c'est impossible parce que le cas est infini. Donc, c'est vraiment ce que on a essayé de représenter. Là, vous avez l'ensemble des possibles quasi infini. Et donc, je vais tester que quelques cas. Je ne vais pas pouvoir tester tout l'ensemble. Et donc, la sûreté que j'ai est plus faible. Alors que si je contrains l'ensemble, c'est beaucoup plus réduit. Et si j'interdis tous les cas interdits de mon système, en fait, je peux tester vraiment tous les cas possibles et être certain que mon système marche correctement. Et donc, si on regarde un petit peu, on va faire une petite intro au type algébrique. Je sais pas si ça parle là, du monde type algébrique. Pas plus que ça, quelques-uns. C'est assez simple, c'est un nom un peu barbare. Ça fait penser à des cours de maths, mais rien à voir. Enfin, rien à voir, si, forcément. On va regarder donc du coup de quelque chose assez basique. Hein. Il y a deux types. Il y a les types OU. On va représenter c'est quelque chose ou quelque chose. Donc on peut définir un type dessert qui va être du fruit ou fromage. Okay, si on veut définir un menu. Et on va parler de cardinalité à ce moment-là. Donc le type OU, la cardinalité en général, c'est le nombre de cas possibles. Okay, donc on a une cardinalité 2 par exemple ici pour notre dessert. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, on a le type E. Le type E, on va faire une multiplication, c'est-à-dire qu'on va représenter un repas. Un repas, c'est une entrée, un plat, un dessert. Et donc, on va prendre la cardinalité. C'est le nombre d'entrées fois le nombre de plats fois le nombre de desserts. C'est le nombre de repas possibles. Okay, donc, cette cardinalité peut être assez importante. Si on arrive à bien restreindre nos entrées, nos plats et nos desserts, si c'est des strings, par exemple, chacun des trois, on a l'infini fois l'infini fois l'infini, quoi. Ça fait beaucoup d'infini. Donc, on va essayer de représenter avec ces systèmes de type, en combinant les deux, on va pouvoir arriver à définir un ensemble idéalement fini. Okay, et c'est un peu ce qu'on a fait en C#, c'est que même une implémentation encore plus naïve, on pourrait dire que le score, on aurait pu prendre un entier et dire si c'est 0, je mets 0, 15, 30, etc. Mais potentiellement, je me trompe dans la multiplication. Déjà, c'est pas si intuitif que ça parce que c'est 15, 15, donc 15, 30, voilà, mais pas 45, 40. Donc il y a plein de petits trucs et donc je peux vite arriver dans un algorithme qui va me sortir un chiffre impossible. Donc déjà, en utilisant une énum, c'est un peu l'esprit qu'on veut montrer dans le talk. Déjà, j'ai réduit le champ des possibles. Je ne peux pas représenter 39, c'est pas possible. Mon énum réduit vachement le scope. Donc l'idée des types algébriques, c'est d'essayer de représenter des structures assez complexes en combinant les types OU et les types E.
Aujourd'hui, si on regarde dans les langages classiques, hein, le type OO, les enums typiquement c'est un type OO. Le type E, une classe avec des différentes propriétés, c'est un type E. Ok. L'idée c'est qu'après, si on peut avoir on va voir ce qu'on a en fait en F# qui est un petit peu plus flexible. Donc c'est parti, Florent. c'est moi qui bosse. On va essayer de représenter ça. En F#, donc on va vous faire découvrir vite fait. Ce sera light, hein, on va pas regarder toute la syntaxe F#. Mais vous allez voir, la syntaxe est assez proche de ce qu'on a montré dans les slides. Donc je pense déjà la première chose qu'on peut représenter, c'est un peu comme les nums en C#. Déjà les scores des players. Donc on repart du même principe, hein, on repart de ce qu'on avait déjà. On va faire quelque chose d'un peu naïf et après on va voir comment on peut déjà estimer la cardinalité et voir comment on peut réduire la cardinalité parce que dans les cas possibles. Alors, love. Alors on va faire en anglais. Donc les anglais, juste esprit de contradiction, ils disent pas 0 mais love. Allez, c'est parti, tape. 15. On les connaît les trucs. 30. 30, 40. 40. Et donc après il y a advantage. Advantage, ouais. Et donc ça c'est les nums C# qu'on avait dans la... Et game. Donc avantage, c'est quand il y a eu une égalité, il y en a un qui marque, là il y a avantage de l'autre joueur, et s'il remarque, ça fait game, sinon ça revient en égalité. Et donc l'égalité, là pour l'instant, on peut la représenter avec un 40-40. Okay, donc si on veut représenter le score du jeu, on nous fait un autre type, où on va prendre le player score fois le player score. Okay, donc on a un type OO là-haut sur le player score, et un type E pour le score. La petite étoile, là, c'est le E. Voilà. Donc on peut, là, on a bien ce problème-là, effectivement. Alors déjà, on peut représenter aussi bien que ce qu'on avait dans la première solution. Je peux montrer ça, le compilateur il est content. Là, je peux représenter 0, 15. Mais effectivement, comme Anthony le soulignait, là, on a des cas interdits. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour supprimer ces cas interdits? D'abord, la cardinalité. Oui, pardon. Quelqu'un peut nous donner la cardinalité de ce système de type? Non, déjà 6, 36, exactement. Donc, player score, ouais. 36, on va mettre direct. C'est clair pour tout le monde, 36? On a 6 cas possibles dans le OO. Et ensuite, on a 6 cas ici fois 6 cas ici. Ça fait 36 combinaisons possibles de score. Sauf que dans les 36 combinaisons, il y a des combinaisons qui sont foireuses. Et qu'on va vouloir éjecter. Comme ça, on sait qu'on n'a même pas besoin de les tester. C'est exactement l'idée de la slide sur les stratégies de test, quoi. On est sûr de ne pas tomber dans des cas complètement tordus. Donc, quel cas vous aimeriez supprimer? Est-ce que vous avez une piste? Donc, effectivement, tu proposes d'enlever avantage et game du player score. Effectivement, c'est une bonne piste. Du coup, on peut introduire ça par un OO. Donc là, je vais voir mon cas classique. Alors, on va appeler ça overpoint, parce que pas trop d'imagination. Donc overpoint, c'est mon premier cas, avec la combinaison et deux player score. Et je peux faire un autre cas advantage d'un player. Donc je vais définir player. Et je vais avoir player 1 et player 2. Donc on a un autre type OO, le player. Deux cas possibles, cardinalité 2. Et du coup, là, je peux supprimer de player score parce que j'en ai plus besoin. Donc là, quelle cardinalité on est? Dans le premier cas, player overpoint 25. Et celui-là, 2. Donc au total, 27. Donc déjà, on a réduit pas mal de cas juste en supprimant un truc. On va supprimer plein de cas, tous les advantage 15, advantage love, tout ça, disparu. Donc on peut aller vite pour le game, parce que c'est la même logique, en gros. Donc game, et je peux supprimer ici. Donc 2, 2, là, du coup, on est à 16, ce qui fait un total de... Donc là, quand on dit tie driven, vous voyez, pour l'instant, on n'a fait que des types, on n'a rien implémenté. On est juste en train de contraindre
les cas possibles représentables avec notre système de type. Et on est déjà en train finalement de se faciliter la vie pour l'implémentation. Parce qu'on sait qu'il y a des cas qu'on ne va pas avoir besoin de mettre sous test. Ce sera couvert par le système de type. C'est un feedback ultra rapide. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des cas interdits encore qu'on peut représenter ou pas? Alors peut-être quelque chose autour du 2, quelqu'un qui... Donc l'égalité. Mais en tout cas, alors, en tant que tel, on ne peut plus représenter de cas interdits. Je ne peux pas faire un game parce que ce serait, ça sortirait plus un score. Donc d'ailleurs, je peux m'amuser. Donc ça, ce serait over point. Donc si si j'exécute dans le REPL, bah, over point, il me dit que c'est un score. Donc c'est ce que j'attends. Si je m'amuse à faire un game player 1, game player 2, bah là, en fait, il veut bien. Il dit que c'est 2 scores. Hein. Je peux compiler, mais là, il me dit que c'est pas le même type, quoi. Donc, si ma fonction demande de retourner score, bah, le compilateur, il va me dire non, ça marche pas. Donc là, j'ai interdit ça. Par contre, effectivement, je peux faire un truc qui n'a pas trop de sens dans le métier. Donc, quand je discute avec mon métier, de dire 30, bah, c'est un peu bizarre, quoi. Parce que mon métier, il voudrait plutôt égalité. Donc, on peut essayer d'introduire ça. Donc, je peux faire un nouveau cas égalité. Et donc, là, le problème, c'est que j'ai 2 façons de représenter le même score. Est-ce que vous avez une idée pour résoudre ça? Alors, on pourrait énumérer tous les cas, mais il y a une façon à la limite plus facile. C'est déjà, en fait, le cas qui est problématique, c'est le 40. Donc, je pourrais faire juste le 40 et dire que le 40, quand c'est ça, c'est le 40 d'un player. Je n'ai pas mis de parenthèse, donc je ne vais pas commencer à mettre des parenthèses. Et le score d'un autre joueur. Et je peux virer le 40 du coup. Donc là, est-ce qu'on a changé la cardinalité? Donc si on compte le premier, j'ai combien? 9. Ici. 3, c'est player score, mais x 2, ça fait 6. Là, ça fait 1. Là, 2, 2. Et donc, si j'additionne, je suis toujours à 20. On est toujours à 20. Donc, tout ce qu'on a fait là, en fait, c'est qu'on a voulu introduire une notion métier qui était le 2 pour pas se traîner le 40-40. Bon, là, c'était peut-être... Voilà, ça respecte mieux le langage métier. Et en faisant ça, en fait, on a introduit une petite cardinalité supplémentaire qui nous a induit à rechanger notre système de type pour le 40, pour représenter les cas où il y a 40 à quelque chose. Ça, c'est un peu l'avantage, en tout cas pour moi, c'était un switch de pensée quand je me suis mis en ReSharp, un langage plus succinct au niveau des types pour définir. Ça fait que écrire les types, etc., ça prend très peu de lignes, et donc je peux utiliser ça comme une prise de notes. Donc au fur et à mesure, je découvre le métier, je discute avec l'expert métier, je peux commencer à triturer mes types pour représenter ces cas. Et donc même, je peux représenter des états, donc par exemple, de dire qu'un new game, c'est love. Et donc là, dans mon système, je sais que c'est pour démarrer un jeu, ça commence à 0. D'ailleurs, on aurait pu représenter le 2 comme ça à la limite. Ouais. Donc là, c'est une valeur. Hein. Quand on a fait un let new game, c'est qu'on a défini une valeur qui a le type, du coup, c'est un score. Okay, on a le score new game. Ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez court qui permet de représenter une valeur qui est importante pour le métier. Et donc on aurait pu faire ça pour le 2. Et ça fait que du coup, avant j'étais plutôt en C#. Ce qui me donnait plus gros feedback plus rapide, c'était plutôt les tests unitaires. Donc j'étais plutôt fan
TDD. Et donc, ce qui me faisait le plus rapide, c'est d'écrire le test. Et comme ça, je savais si ça faisait, c'est ça qui drivait. Avec une approche, avec des types plus succincts, etc., bah, en fait, le TDD va arriver plus tard. Le TDD va se concentrer sur le comportement. Mais déjà, je vais faire tout un travail pour faire transpirer le métier dans les types et en éliminer tous les cas interdits. Et donc, du coup, bah, partout ailleurs, j'ai plus à me soucier des cas interdits, etc. Parce que mon DSL empêche ça. Je peux me concentrer du coup que sur le comportement. J'ai plus besoin de surveiller les cas interdits, etc. Tu veux qu'on implémente peut-être à un moment donné? Ouais. On peut implémenter vite fait ce que ça donne. Donc on va pas faire de test d'ailleurs. Ouais, on va faire des tests d'habitude parce que bon, le comportement, etc. Mais après, c'est juste en termes de fluidité et en timing, on est un peu trop juste sinon. De toute façon, c'est que comme le chef de projet, les tests unitaires, ça sert à rien, on le fera plus tard. Donc, nous, on fait que du type development, on fait pas de test development. C'est enregistré, comme ça, vous pourrez me taquiner sur ça. Donc, j'ai fait une fonction score point qui va prendre le player qui a marqué et le score, l'ancien précédent score. Et donc, du coup, ça doit retourner un nouveau score. On commence par retourner quelque chose. Donc, je peux faire new game, par exemple. Donc, le niveau de compréhension, c'est pas ça. Savoir que en Sharp, le compilateur, il déduit facilement les types. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais là j'ai la signature. Donc là, les deux paramètres que je les utilise pas, donc il ne peut pas deviner ce que c'est. Je pourrais spécifier dans la signature le type, mais si je le fais pas, il ne va pas deviner. Par contre, là, il a vu que le type de sortie, ce serait score. Donc si je commence à utiliser, on peut commencer à peut-être implémenter le premier cas, donc le cas le plus simple, overpoint. Donc je peux faire du pattern matching. Donc en gros, pour faire simple aujourd'hui, parce que c'est pas un truc, on va dire c'est un switch évolué, mais on va voir que c'est un petit peu plus loin quand même. Donc le premier cas, c'est overpoint. Donc je vais avoir le player 1, le score du player 1, le player 2, score, et juste pour que ça soit plus lisible, je vais mettre ça dans une autre méthode. Score point 1 over points, en passant les deux paramètres, les trois même, le player et le player 2. Je vais définir la fonction player 1 score et player 2 score. Et là, je vais implémenter dans les différents cas. Donc le premier cas, quand c'est player 1, donc player 1. Quand c'est player 1, ce que je vais faire, je vais regarder son score et je vais l'incrémenter. Donc, hop, je vais y arriver. Alors, quand c'est low, ça passe à 15. Quand j'ai 15, pas 40, 40, ouais. Ouais, c'est parti. Je vais y arriver. Et quand j'ai 40, j'ai quoi? J'ai 40. Alors, là, déjà, le compilateur, il me dit qu'il n'est pas content. Parce que là, je passais un player score, et là, je lui passe un score. Donc, il me dit, les types ne sont pas compatibles. Et donc, en fait, 40, il faudrait que je passe... Alors déjà, il faut que je passe les paramètres. Donc, là, c'est 40, c'est celui qui a marqué, donc le player 1. Et le score du joueur 2, tu l'as. Le score du player 2. Donc ça va, mais les autres types sont pas bons. Donc, il faut que je recapsule avec le overpoint en mettant le player 2 en deuxième paramètre. Donc là, c'est vraiment le système de type qui nous a drivé à dire, à un moment donné, on s'est retrouvé avec deux types incohérents en retour de fonction. On essaye de réajuster et de se remettre sur le type qui représente le score, parce qu'on a besoin de remonter là pour représenter le 40. Voilà, justement, j'allais y arriver. Pas de souci. Du coup, c'est là où ça va un petit peu plus loin, un pattern matching qu'un switch, c'est que le compilateur, il peut même m'aider, dire là tu gères player 1, mais attends, oublie pas le player 2. Et donc du coup, là, j'ai un warning qui me dit attention, il faut implémenter le player 2. Il donne la valeur. Ça.
Et donc, player 2, donc c'est un peu similaire, mais c'est différent. Donc, alors, on pourrait l'écrire un petit peu plus succinctement, mais en termes de simplicité d'écriture, on préfère répéter, au moins ça introduit moins de syntaxe. Donc, On fait quelque chose qui marche pour l'instant. Tu refactoreras plus tard. Ouais, grâce au test. Ah, plus tard. Ouais, c'est ça. tout à fait, voilà. Alors, ce test. Donc, quand c'est 15, là, je mets l'ancien score du player 1 et 30. Parti. Et là, du player 1. Ok pour tout le monde? Ok, on a juste inversé les player 1, player 2. Si je ne me suis pas planté, c'est bon. Normalement, ça paraît pas mal. Donc là, pareil, là, il me dit, bah, ok, t'as implémenté ça. Voilà, il me dit, bah, tiens, t'as avantage. Donc après, on va peut-être pas faire avantage, mais on va faire dans l'ordre. Donc après, c'était le 40. Donc, 30. Donc, j'ai différents cas. Donc, j'ai celui qui a le player qui est 40. À la ligne 27, ça devrait pas être player one score player. Non, pardon, non, je dis n'importe quoi. Pardon. Pas de Ah, souci. c'est bon, c'est dans cet ordre-là. Non, je confonds Over les types. player score. Donc là, pour le 40, j'ai deux cas. J'ai le cas où c'est le joueur qui était en 40 qui marque. Et donc, du coup, là, ça va faire game. Donc là, je peux mettre des conditions. Donc, le 40 player, si c'est celui qui a marqué, bah du coup, fin du jeu. Et j'ai l'autre cas où c'est pas différent. Donc, vu qu'il va exécuter séquentiel, je n'ai pas besoin de répéter le when. Et donc là, bah, je vais incrémenter le score suivant. Donc, super, je suis reparti pour faire ça. Hop. Donc, love. Sauf que c'est pas du tout pareil. 30. Donc, c'est toujours le player. Tac. 15. Ensuite, pour 15, c'est 30. Et pour 30, c'est quoi? 2. Direct. Ah, exact. Donc là, c'est grisé parce que je ne me sers pas. Donc, on peut mettre underscore pour dire je m'en fiche de ce paramètre. Voilà. Ok, ouais, je pense qu'on a fait les cas plus compliqués. Voilà, Donc, on a le 2 qui est arrivé là. Donc, on peut faire l'égalité. Donc, l'égalité, c'est assez simple. C'est celui qui marque, il prend l'avantage. Avantage du player qui a marqué. Et ensuite, on va avoir deux cas pour l'avantage. Donc, advantage player. Avec, si avantage player, c'est celui qui a marqué. Oula. Du coup, ça fait quoi? Game, parfaitement. Et l'autre cas, et ben du coup, ça refait égalité. Et là, le compilateur me dit qu'il reste encore un cas, le game. Voilà, de façon arbitraire, vu qu'on fait juste un set, bah en fait, si est game, bah, le jeu est fini. Donc, si le joueur continue à marquer, bah en fait, on s'en fiche hein, pour lui. Donc, game, et ben en gros, on retourne le previous score. On ne devrait pas envoyer une erreur dans ce cas-là parce que si elle gagne, il ne devrait pas se correspondre. Alors la question c'est est-ce qu'on ne devrait pas retourner une erreur dans ce cas-là? Bah après c'est à voir au niveau métier. Justement, ça peut être de dire ah bah là du coup je vais pas retourner chaque fois un score, mais je vais retourner une structure qui dit soit un score, soit une erreur. Et soit je dis bah en fait là mon cas d'usage je m'en fiche de retourner une erreur, je retourne juste le présent score parce que je veux pas que ça s'incrémente. il faudrait sûrement essayer de. Et on score et game qui a un score à part et un score à pomme qui ne prendrait pas game. Ouais, il faudrait essayer de représenter peut-être aussi le jeu en entier. Là, le jeu est peut-être terminé, effectivement. Et donc je peux montrer que ça marche. C'est que j'ai le new game. Et donc après je fais un. Je crois que Donc là, le pipe, c'est juste pour. C'est la même, C'est même pour enchaîner, principe que donc, sur une ligne de commande. Hein. le player 1 va marquer. Après, le player 2 marque. Le player 1 marque. Hop. Je devrais avoir quoi là?
Spotify. Parce qu'il y a 3, donc voilà. Donc ça va être 40-15. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on aurait pu représenter les choses au fur et à mesure et faire utiliser le Ripple, donc de l'exécution interactif. Et typiquement, il y a des gens qui font du type-driven, qui vont faire l'implémentation juste avec le Ripple, et après, prendre les différents cas qu'ils ont fait dans le Ripple et de les mettre, des figés dans des tests unitaires. Mais pas Toujours forcément l'idée, écrire les tests unitaires et lancer la compile et machin. Le Ripple il est super rapide. L'idée, c'est toujours d'avoir qu'est-ce que je peux avoir comme boule de feedback qui me permet d'avoir un retour et savoir est-ce que je développe la bonne chose en moins de temps possible. Et donc, ça peut, suivant les technos, l'environnement, etc., ça peut être différent. Et d'utiliser Ripple déjà pour s'amuser, voir ce qu'on peut faire, etc., ça peut être un moyen d'avoir en live, même représenter au niveau business des cas. Et puis après, une fois c'est plus mature, on peut restructurer, mettre les tests unitaires, etc., quoi. Suivant l'approche, ça peut être une approche tout à fait viable. Donc clairement, là, le langage nous a bien aidé. Il propose un Ripple, il a un système de type concis. Vous voyez, la concision, l'implémentation, ça n'a rien à voir avec les exemples C# qu'on a montré avant, quoi. Voilà, dans un fichier, c'est déjà tout le jeu, il tient sur un écran en mode présentation, voilà, donc ça va. Et l'implémentation est assez courte. On pourrait même faire plus court, par exemple, pas celui-là. Je ne l'ai plus en fait. Non, tu l'as vu. Tu l'as mis dans le mauvais chiffre. Si. Par exemple, une autre implémentation, beaucoup plus courte. Par contre, un truc un peu moche, c'est un cas interdit, c'est que partout en amont, on vérifie que le cas n'arrive jamais, mais du coup, le compilateur, il ne peut pas savoir. Et donc, du coup, il y a ce cas interdit. Parce que là, par exemple, pour Flirty, je teste avant dans mon pattern machine, égalité, donc c'est impossible que ça arrive ici. Sauf le compilateur, il peut pas être assez intelligent pour arriver à cette conclusion. Mais du coup, ça peut être répété. Donc après, il y a d'autres patterns qu'on peut utiliser pour éviter ce cas, mais ça devient un petit peu plus complexe. C'est pas forcément l'intérêt du talk. Bon, on repasse sur quelques slides. Donc si on regarde les exemples d'utilisation, c'est très pratique en fait ces systèmes de type pour faire de la prise de notes et essayer de retrouver une représentation qui peut correspondre au domaine métier. Et on peut utiliser ça même avec quelqu'un de métier. Il va arriver à lire les systèmes de type, quoi. Il n'y a que quelques mots qui brouillent un peu le message, mais vraiment pas beaucoup à côté de si on devait faire la même chose en C# avec des imports et tout ça dans tous les sens. C'est un peu tordu. Et le Ripple qui permet de l'exercer. Donc de montrer, de dire, tiens, est-ce que c'est cohérent de représenter cette valeur, par exemple? Quelques exemples pratiques, par exemple, vous t'amusez, sur un projet, il y avait un gros script de déploiement assez complexe. Et donc, je m'étais amusé à typer les applications et les serveurs pour éviter de déployer une application sur un serveur qui n'est pas adapté. Et ça fait que je peux avoir toute la logique que je veux de déploiement, etc. Au moins, je rends impossible le déploiement parce que ça ne compilera pas. Donc, ça peut mettre des barrières pour éviter justement ce problème. Ouais, et un autre exemple. Ouais. L'autre exemple, c'était un DSL, donc Domain Specific Language. On a défini avec Florent pour nous montrer sur le barème impôt, cotisation. C'est super indep, c'est ce qu'on fait principalement. Et donc, du coup, on a essayé d'encoder via un DSL les barèmes. Donc, les barèmes, c'est un peu tordu, toujours des histoires de soit la première cotisation de prévoyance, on choisit parmi A, B, C en niveau de protection, la cotisation retraite de base, il y a des tranches. Donc ça, c'est un builder, c'est un pattern builder. Et derrière, ça fait les différentes structures. Et donc ça va nous donner pour chaque une liste de cotisations et pour chaque cotisation, le mode de calcul pour calculer ces cotisations. Et donc suivant la cotisation, etc., il y en a que c'est des tranches, d'autres c'est au prorata sur un intervalle, ça peut plus être plus ou moins compliqué. Et donc le but c'est d'avoir une représentation succincte pour maintenir que ce soit plus facile. Parce que là, du coup, le barème change chaque année. Là, c'est facile de repérer où il faut modifier, etc., sans avoir cherché dans la base de données une config, etc. C'est dans le code, très lisible. Et le système de type nous garantit qu'on ne fait pas n'importe quoi.
Voilà. Donc ça, c'était les usages qu'on avait. Si on regarde un petit peu plus loin, donc pour le FP, du coup, et F# en particulier, vous avez la Bible, F# for Fun and Profit, Scott Blashin, c'est juste énorme. Hein. Le gars part en plus sur son site du principe que si vous êtes développeur Python, C#, Java, il va pouvoir facilement vous amener vers la programmation fonctionnelle et réexpliquer tout un tas de choses et aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait sur l'utilisation des systèmes de type et de plein d'autres Et du coup, pour le coup, choses. Il y a des exemples en C#, mais il y a aussi des exemples en C#, Haskell. Il y a différents langages. C'est très varié. Et après, on vous a mis une petite vidéo qui est assez marrante à voir. Alors, Idrix, c'est un langage qui pousse le type plus loin. Donc, même une valeur peut être représentée comme un type. Et donc, on peut dire ma fonction n'attend que le 3, par exemple, la valeur chiffre. Donc, ça peut permettre de pousser beaucoup plus loin le système de type, plus qu'en C#. Et la vidéo est intéressante parce que pour la version 2 de Idrix, du coup, il a fait du type driven avec Idris 1 pour faire Idris 2. Et du coup, il s'est filmé, il a fait pas mal de vidéos sur ça pour montrer, etc. Et donc, il se base même sur le compilateur pour suggérer du coup l'implémentation. Parce que le système de type est tellement restreint que finalement, le compilateur il peut même proposer une suggestion d'implémentation. Donc là, une petite partie question. Je vous invite à faire le rôti après. Je pense qu'on a, pendant que vous cherchez plein de questions à nous poser, juste pour aller plus loin, etc. C'est que si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir avoir un langage comme Echarp à utiliser, c'est pas une fatalité. Vous avez d'autres choses qui existent et surtout que ce que je peux voir, c'est de plus en plus de langages justement apportent les types. Donc notamment en C#, vous avez les records, pareil en Java. Vous avez alors, le pattern machine est encore très loin parce que des contraintes par rapport à l'ancienneté, mais le switch permet de faire un petit peu plus des fonctionnalités plus avancées. Pareil en Java, c'est pareil. Il y a notamment la possibilité de rendre nullable. Donc partout il faut spécifier. Donc déjà, ça limite scope. Le nul disparaît, donc c'est pas mal. Ça, il n'y a pas en Java. Par contre en Java, il y a un truc super dans la dernière version. C'est l'interface scellée. Ça permet de faire un ensemble fermé. Donc c'est dire que telle interface, je peux l'implémenter avec cette implémentation et cette implémentation et rien d'autre. Et donc ça permet de faire un ensemble fermé. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant de faire un switch en Java. Et switch exhaustif sur les éléments. Ouais. Et si vous faites du même PHP avec sa longue tradition de méthodes magiques, etc., ce que je peux remarquer, c'est que le board de décision, ça change vachement. Et donc, il y a petit à petit, toutes les méthodes magiques ont plutôt tendance à déprécier. Et il rajoute à chaque release des façons de typer plus profondément. Et mon JS, on va l'oublier, mais un TypeScript, c'est pareil, vous avez des trucs quand même assez sympas à faire. Donc voilà, ce sera peut-être pas aussi, il y aura peut-être plus de bruit qu'en Echarp, mais vous pouvez faire quand même des trucs sympas et restreindre et vous soulager charge cognitive, justement d'un côté, vous devez spécifier bien votre ensemble de valeurs, de vos types, etc. Et à côté, la logique métier, ça permet de vraiment se soulager par rapport à ça, quoi. Bien sûr, il y a d'autres langages aussi fonctionnels, Haskell qui permet d'aller un petit peu plus loin sur le système de type, Scala qui fait pas mal de choses aussi sympas. C'est juste qu'il n'y a pas besoin de vendre dans ces langages-là. C'est ça. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, on va partager les slides, vous pouvez regarder pour les types. Donc il y a tout ce qui est depends type, reference type, data type. Ça permet, c'est des approches pour encore plus restreindre le type. Par exemple, dire que l'entier est de 2 à 9, donc restreindre un ensemble, etc. Voilà, au Fable, on va pas regarder. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.